monde. On va pouvoir bientôt, d'ici quelques dizaines de secondes, on va commencer à faire un tour de table pour présenter les différents intervenants de la journée. Pour rappel, le webinaire de ce jour, il a vraiment pour but d'illustrer un cas concret de la mise en place du label bas carbone en agriculture. Donc, on a la chance d'avoir à la fois Sophie Stéphan, qui va se présenter bientôt, mais qui représente du coup Banque Populaire Val-de-France. On a aussi Martin Sofer qui travaille du côté de Terre à Terre, donc qui va expliquer un peu le rôle de Terre à Terre dans tout cela. Et puis on a aussi Jean-Marc Lemaire, donc éleveur, qui s'est engagé dans le label bas carbone, donc et qui justement a été financé dans la mise en place de nouvelles pratiques par Banque Populaire Val-de-France. Donc, vous le verrez, on a vraiment un exemple très concret de cette mise en place. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer le tour de table des présentations. Donc, on va commencer, comme je vous le disais, par Sophie Stéphan. Si tu veux bien te présenter, expliquer un petit peu ton rôle chez Banque Populaire Val-de-France. Et voilà. Basile, bonjour à tous. Donc, Sophie Stéphan, comme l'a dit Basile, je travaille au sein de la Banque Populaire Val-de-France, qui est une banque coopérative, et j'ai en charge la responsabilité sociétale des entreprises. Et également, je suis déléguée d'une fondation d'entreprise qui a aussi un impact positif sur notre territoire. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, on va demander à Martin de se présenter, qu'on appelle Martin, parce qu'il est argentin. Bonjour à tous. Oui, merci Basile. Je suis Martin Sofer-Inglesi, argentin, c'est vrai, ingénieur agronome et responsable carbone et biodiversité chez Terre à Terre. Du coup, mon rôle, c'est d'accompagner à travers nos partenaires les différents agriculteurs qui s'engagent dans des démarches bas carbone pour pouvoir générer des crédits de qualité pour nos clients de Laval, comme dans ce cas-là, Banque Populaire Val-de-France. Merci Martine, merci beaucoup. Et puis notre guest star, parce que c'est vrai que c'est super chouette aujourd'hui d'avoir vraiment un agriculteur, quelqu'un qui est sur le terrain au quotidien, qui est le premier à agir. Finalement, nous, on est là pour aider, pour accompagner, pour financer. Mais ceux qui font les choses et qui les font vraiment, c'est Jean-Marc Lemaire, par exemple. Donc, on est super heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, je vous laisse aussi vous présenter. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc Jean-Marc Lemaire, je suis agriculteur en GAEC avec mon épouse. On a 2 salariés et un apprenti. Donc, on exploite sur une exploitation de 102 hectares et donc une centaine de vaches laitières. Donc, je suis responsable de pas mal d'organisations, enfin, je suis beaucoup investi dans les exploitations, dans les OPA, organisations professionnelles agricoles. Donc, au niveau de ma CUMA et puis au niveau de ma coopérative aussi laitière. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Et donc, je suis engagé dans cette démarche effectivement bas carbone. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et du coup, oui, j'en profite aussi pour me présenter. Donc, moi, Basile Millet, je travaille chez Terre à Terre et je fais justement le lien entre les entreprises et les agriculteurs. Donc, j'accompagne les entreprises à partir du moment où elles financent des agriculteurs et je fais en sorte qu'elles puissent aller rencontrer justement les actions et surtout les agriculteurs, les éleveurs sur le terrain. Donc, c'est pour ça que j'anime aujourd'hui ce webinaire. Donc, on va pouvoir rentrer dans le concret. Et pour ce faire, on va attaquer avec une vue assez globale de la chose. Donc, on va d'abord parler d'enjeux climatiques. Et pour ce faire, donc c'est Martine qui va pouvoir nous introduire cela. Donc, Martin, la parole est à toi. Merci beaucoup, Basile. Du coup, voilà, on va commencer un peu avec un contexte de ce que c'est le changement climatique, que tout le monde a déjà entendu parler. Mais du coup, c'était important pour commencer à faire une introduction et à comprendre, on va dire, un ensemble global de quels sont les leviers et quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour mitiger justement le changement climatique. Du coup, pour ce faire, j'ai mis deux graphiques que j'ai pris du GIEC.
du coup, de mouvement intergouvernemental pour le changement climatique, sur lequel on voit les différentes perspectives. Sur votre gauche, vous allez trouver qu'est-ce que sont les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, que juste pour rappel, les gaz à effet de serre principaux, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, dont tout le monde a entendu parler, tout le monde connaît, le méthane et le protoxyde d'azote. Vous voyez ça en bas à droite. Ce sont des gaz qui renforcent l'effet de serre, que c'est la chaleur qui va rester sur la surface de la planète. Du coup, plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on aura plus d'énergie dans le système, du coup, à la fin, plus de température. Et c'est ça ce qu'on voit si on voit le graphique de gauche et le graphique de droite. En fait, plus d'émissions on a, que c'est la courbe que vous avez en haut à gauche, plus la température globale, elle va augmenter. Du coup, il y a plusieurs mesures qui ont été prises, ou en tout cas plusieurs sommets qui ont été faits pour essayer de mettre tous les pays d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que tout le monde a entendu parler des accords de Paris de 2015 qui essayent de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Aujourd'hui, on est dans une perspective qu'on est plutôt, si on continue à faire les choses comme aujourd'hui, à 3 degrés d'augmentation. Du coup, la question se pose et l'enjeu se pose de faire comment on peut faire pour réduire ces émissions, pour limiter le changement climatique. Ici, ce qu'on voit, c'est aussi tiré du GIEC. En fait, on voit un graphique qui va montrer ce que ça serait la température sans effet anthropique, du coup sans des émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités économiques, et ce que c'est la température observée. Et on voit qu'aujourd'hui, on a une augmentation de environ 1,2 degré d'augmentation par rapport à ce que c'était l'ère pré-industrielle. Du coup, ce que c'était l'ère avant de commencer à consommer des énergies fossiles de façon systématique et globale partout dans la planète. Alors, à ce fait, il y a eu plusieurs mesures prises au niveau global, au niveau européen, au niveau pays, au niveau national. Et on va faire le focus surtout dans ce que c'est la stratégie nationale bas carbone, que c'est l'État français, le gouvernement français, qui a établi une trajectoire en disant « Ok, on a un problème des émissions de gaz à effet de serre, et il faut arriver à un objectif de neutralité carbone en 2050. On peut parler de neutralité carbone au niveau d'un pays, comme c'est le cas. Et c'est important de savoir que cette neutralité carbone, c'est pas zéro émission de gaz à effet de serre, mais oui, réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, que c'est ce que vous voyez sur la courbe, sur la partie d'en haut, mais en même temps augmenter ce que c'est les puits de carbone, que c'est la partie en bas que vous voyez en gris, pour que le bilan entre les émissions et l'absorption et le stockage de carbone soit finalement net en 2050. Du coup, aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, ça c'est la trajectoire d'arrivée à 2050, mais il faut faire un état des lieux. Aujourd'hui, les émissions sont principalement dues au secteur du transport, avec un 30%. En deuxième place, on a l'agriculture et les bâtiments, avec 19% des émissions de gaz à effet de serre. Après, on a l'industrie avec 17%, l'énergie avec 12% et les déchets à 3%. Du coup, ça, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, les puits de carbone, c'est-à-dire le carbone qui est absorbé annuellement sur le territoire français, il est aux alentours de 8% de toute cette somme, de ce volume, on va dire, de gaz à effet de serre qui sont émis. Du coup, vous voyez bien l'enjeu là-dessus. Il y a un objectif de réduire les émissions et quels sont les objectifs qui sont établis sur la stratégie nationale bas carbone. Dans une première place, c'est décarboner complètement l'énergie à l'horizon 2050 et réduire aussi la consommation d'énergie. On parle beaucoup de sobriété, c'est justement sur ce point-là qu'on en parle, quand on parle de sobriété. Et du coup, ça, c'est réduire les émissions liées à l'énergie, mais il y a aussi les émissions non énergétiques, principalement les émissions du secteur agricole, qu'on va faire un petit zoom juste après, et aussi réduire les émissions du procédé industriel. Mais tout ça isolé, ça n'a pas de sens si on ne va pas parler de ce que c'est augmenter et sécuriser les puits de carbone. Que les puits de carbone, comme je disais avant, c'est les différents piliers qui nous permettent de stocker durablement du carbone. Et ça peut être fait dans les sols,
dans les forêts, du coup dans la biomasse et dans les océans, mais on ne va pas rentrer dans les océans parce qu'on n'a aucune marge de manœuvre là-dessus. Du coup, on a la marge de manœuvre sur les sols et c'est directement de ça ce qu'on va parler. On va faire pas mal de focus là-dessus aujourd'hui parce qu'on parle d'agriculture et notre source principale de production, c'est le sol et les forêts qu'on va pas aborder aujourd'hui. En effet, Martine, là tu nous parles de notion de puits de carbone. C'est vrai que c'est une notion qu'on aborde souvent, dont on entend souvent parler, et on parle beaucoup de forêts et d'océans. Et c'est vrai que le sol est moins connu, moins reconnu en tant que puits de carbone, alors que c'est un potentiel qui est tout simplement gigantesque. Donc l'agriculture, en effet, peut jouer le rôle de puits de carbone, que ce soit dans le sol, mais aussi dans la photosynthèse des plantes qui sont cultivées et des plantes compagnes aussi. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo, un petit point là-dessus sur ce potentiel gigantesque, justement? Et oui, du coup, ce que c'est le sol, juste pour donner un petit chiffre que moi je pense que c'est assez représentatif, on a de 6 à 8 fois plus de carbone stocké dans les sols que ce qu'il y a de carbone dans l'atmosphère. C'est une forme différente de carbone, bien sûr. On parle de l'humus dans le sol et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais on a de 6 à 8 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère, ce qui représente un peu l'ordre de grandeur qui nous permettrait le sol de mitiger le changement climatique et réduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais pour parler de stockage, il faut parler aussi des émissions. En fait, l'agriculture est dans une situation assez paradoxale parce que comme toute activité économique, on émet de gaz à effet de serre, on travaille avec le sol, mais aussi des émissions qui aujourd'hui représentent, les derniers chiffres de l'ADEME, c'est 2019, 19% des émissions sur le territoire français sont liées à l'agriculture. Et à différence de ce que ça peut être dans les autres secteurs, les principaux gaz à effet de serre en agriculture, c'est le méthane, lié à la fermentation entérique des bovins, des ruminants, et le stockage des effluents. Du coup, 45% des émissions, c'est le méthane, et 42%, c'est le protoxyde d'azote, que c'est un gaz azoté plutôt lié à la quantité d'azote dans les sols. Du coup, on a les émissions des animaux, on va dire, liées à l'activité des ruminants, et les émissions liées à l'activité du sol, qui sont la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, on a la main là-dessus, mais beaucoup moins que dans ce que c'est les émissions de dioxyde de carbone qui sont liées directement à la combustion d'énergie fossile, du coup, à l'utilisation de l'énergie. Du coup, pour continuer à faire un petit peu le zoom sur les émissions, il faut savoir aussi que les derniers chiffres indiquent que environ du 2/3 de l'empreinte carbone de l'alimentation en France est liée à la production agricole. Et ça, c'est le graphique que vous voyez sur votre gauche. En fait, si on va prendre de la fourche à la fourchette, avec tout le transport, la transformation, le stockage et bien sûr la production au champ, 2/3 de l'empreinte carbone de l'assiette qu'on va manger chez nous, en moyenne, c'est lié à la production agricole. Du coup, il y a un enjeu important sur les émissions et du coup, tout ce qui va permettre de réduire les émissions de l'agriculture et en même temps augmenter le stockage de carbone, ça va nous permettre d'avoir des bilans bien intéressants et de pouvoir agir contre le changement climatique. Alors, vous avez vu, on a un rôle important dans ce que c'est les émissions, une responsabilité, mais aussi une opportunité dans ce que c'est les émissions. Et on va parler un petit peu plus de carbone, que c'est, à mon avis, aussi le plus intéressant et là où il y a plus d'opportunités pour l'agriculteur et aussi de la possibilité pour des acteurs comme Banque Populaire Val-de-France de financer des actions qui vont mener à plus de stockage de carbone et on verra ça par la suite avec Jean-Marc. Mais pour donner quelques chiffres, tout ce que c'est la séquestration de carbone dans les sols agricoles, c'est à la même hauteur en termes de potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de stockage que le secteur de la forêt et à la même hauteur, au même ordre de grandeur de ce que c'est la génération d'énergie par éolienne et solaire. Du coup, on est là l'un des top players, on va dire, pour mitiger le changement climatique avec tous les co-bénéfices qui va emmener ça. Alors, où on en est aujourd'hui en France? La réalité, c'est que la totalité des puits de carbone en France permettent d'absorber 30 millions de tonnes équivalent CO2. Du coup, c'est plutôt, on va dire, positif. Mais quand on fait le zoom sur le sol, rappelez-vous que quand on parle de puits de carbone, on va parler, dans ce cas-là, de forêt et de sol agricole. Quand on fait le zoom sur les sols agricoles, on voit que les derniers chiffres, en fait, ils indiquent une
une perte de carbone organique dans le sol. C'est-à-dire que les sols aujourd'hui en France, en bilan global, toutes régions confondues, on a environ 30 millions de tonnes équivalent CO2 qui sont perdus, qui étaient sous forme d'humus et que sont libérés à l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Du coup, le potentiel, il est énorme. Et je vais juste introduire ce que c'est le 4 pour 1000, que c'est une étude de l'INRA qui indique que si on augmente de 0,4% la matière organique dans les sols, au niveau planétaire, on pourrait absorber la totalité des émissions de gaz à effet de serre. C'est un scénario hyper utopique, mais ça parle un peu de l'ordre de grandeur qu'on peut avoir et le potentiel qu'il y a dans les sols, avec tous les co-bénéfices qui sont liés à l'augmentation de matière organique dans le sol, mais aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui permet d'améliorer la qualité de l'eau et de l'air, de biodiversité, que la biodiversité, c'est tout un sujet en lui-même, mais tous ces leviers sont alignés. La nature, elle est sage. À partir du moment où on commence à faire des choses pour la nature, tout le reste des indicateurs calculés vont s'aligner. Merci Martine. En effet, comme tu le soulignes, le fait d'agir sur le levier carbone, finalement, en fait, c'est les mêmes actions qui favorisent en effet la biodiversité, le stockage de l'eau, la vie du sol, et puis aussi le bonheur à la ferme, tout simplement. Et les choses sont très liées entre elles, en effet. Donc, on parle de contexte climatique, on parle du rôle d'agriculture. Avant de rentrer dans des cas très concrets avec Banque Populaire Val-de-France et puis avec Jean-Marc, est-ce que tu peux nous parler du rôle des entreprises justement vis-à-vis de tout ça et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Parfait, oui. Du coup, comme vous pouvez voir sur votre gauche, moi j'ai beaucoup parlé de ce que c'est l'agriculture, mais l'agriculture c'est environ 19% des émissions de gaz à effet de serre en France. Du coup, tous les autres secteurs, ils ont aussi un rôle à jouer et on va dire un rôle à jouer dans ce que c'est surtout la réduction des émissions, parce que les entreprises et tout le reste du secteur privé n'a pas la possibilité de stocker durablement du carbone parce qu'ils ne travaillent pas ni avec le sol ni avec la forêt. Du coup, les entreprises ont un rôle très important à jouer. Et il y a 3 étapes, on va dire, pour la construction d'un plan et d'une stratégie de réduction des émissions des entreprises. Le premier pas, chronologiquement parlant, c'est de réduire tout simplement, entre guillemets, les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l'autre côté. C'est-à-dire les émissions directes, pour donner un exemple plutôt concret, imaginons, c'est l'utilisation de combustibles fossiles, du coup de l'essence ou de gasoil, pour rouler ou pour votre parc matériel, par exemple. Ça, c'est les émissions directes, mais il faut tenir en compte les émissions indirectes. Et les émissions indirectes, ce sont les émissions de mes fournisseurs et les émissions de mes clients, dans ce que c'est l'utilisation de mes produits dans un sens très large. Du coup, la première étape, c'est de voir à quel point et comment on peut, nous, réduire les émissions dans notre périmètre direct et dans notre périmètre indirect avec nos partenaires. Ça, c'est l'étape numéro 1. Après, l'étape numéro 2, c'est éviter, c'est-à-dire aider les autres à réduire leurs émissions. Et ça, c'est un cas, on va voir après le cas concret avec Jean-Marc, mais c'est de financer la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs, ou aussi ça peut le faire avec des fournisseurs ou des clients, ce qui permet de réduire toujours le bilan carbone de l'entreprise, mais aussi de nos fournisseurs et nos clients. Du coup, tout le monde va gagner là-dessus. Et ces financements s'expliquent par le fait que les changements de pratiques, surtout au début, on a besoin d'un coup de pouce pour réinstaller un système qui va après tourner tout seul, mais qui permet de réduire les émissions. Et ça, c'est le rôle des financements. Et en troisième lieu, il y a la partie de séquestration de carbone. Et c'est là où vont jouer un rôle très important, parce que c'est l'agriculture, les sols, les forêts, c'est les puits de carbone. Du coup, à travers le financement de la séquestration de carbone aussi, c'est un levier très important pour les entreprises. Et quand on fait une stratégie sur ces 3 volets-là, de réduction évidemment et après contribution, on peut voir ici sur votre droite, vous allez voir les différentes courbes d'émissions qu'on peut avoir avec une année de référence, imaginons 2022, et une année cible de réduction des émissions. On voit souvent des objectifs à 2030, à 2050. Ça varie beaucoup entre les entreprises. Sur la gauche, j'ai mis un petit schéma
qu'on n'arrive pas trop à lire, mais l'idée, c'est que vous voyez de plus en plus d'entreprises prennent des engagements, de plus en plus d'entreprises prennent des engagements en plus qui sont avec un suivi, avec une validation de tiers, comme ça peut être les Science-Based Targets, le SBTI. Et c'est justement à travers ces trois volets, la réduction, l'évitement et la contribution, qui vont arriver et qui vont aboutir à leurs objectifs de réduction des émissions et contribution à la mitigation des changements climatiques. Merci beaucoup, Martin. Donc, on voit bien que les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans, à la fois pour réduire leurs émissions, éviter celles de partenaires, mais aussi du coup contribuer au financement et au développement du coup de puits de carbone. On va prendre un cas très concret. Donc là, Sophie Stéphan va nous expliquer comment ils ont mis en place cette stratégie justement bas carbone du côté de Banque Populaire Val-de-France. Alors, avant de rentrer répondre à cette question, peut-être là, je me positionne vraiment comme entreprise issue du secteur bancaire. Et nous sommes donc une banque coopérative, ce qui veut bien dire que nous sommes bien ancrés sur le territoire, avec un impact fort. Nous avons aussi un territoire qui est vaste, puisque nous allons de la région Île-de-France jusqu'à la Vienne, en passant par la région Centre-Val de Loire. Donc pour nous, le territoire, la proximité, l'engagement, c'est important. Et puis, on a forcément le besoin de s'associer à cette démarche, parce qu'aujourd'hui, on est un acteur bancaire et on voit bien que la réglementation, l'environnement, les contraintes, la transition énergétique fait qu'aujourd'hui, le secteur bancaire ne peut pas passer à côté. Et on a surtout un rôle important, principalement dans un premier temps, dans notre activité bancaire. Donc, on a besoin de collecter, apporter des éléments de preuve auprès de nos clients, financer nos clients qui sont des entreprises, qui sont des particuliers. Et pour cela, on a aussi un regard de vigilance et surtout de faire en sorte que nous puissions apporter les preuves de nos engagements et de nos financements pour éviter le greenwashing. On voit bien qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut très vite avoir un effet boomerang. Donc, c'est la raison pour laquelle l'engagement qu'on va prendre au niveau de notre activité, c'est vraiment de tracer cette collecte vers des financements dits de transition énergétique. Alors, on a aussi des éléments de contexte qui nous y incite. Dans le cadre de la loi de la loi climat, résilience, on a aussi la loi Elan avec le décret tertiaire. On voit bien que nos entreprises clientes ont aussi un enjeu de transition, donc tout le rôle bancaire d'accompagnement. On a aussi, pour nos clients particuliers, vous savez que là, on parle beaucoup de diagnostic de performance énergétique. Là aussi, les banques se doivent d'être vigilantes pour accompagner ces clients, pour faire en sorte que les bâtiments soient rénovés et donc puissent réduire la facture énergétique et la consommation. Et puis, on a aussi aujourd'hui un élément qui est fortement lié à cette loi climat, cette transition, c'est qu'on parle beaucoup maintenant de risque climatique. Donc, on voit bien là, si on parle financement, épargne, assurance, les banques aujourd'hui ne peuvent plus ne pas se sentir concernées et agir en fonction. Donc ça, j'ai envie de dire, si on agit, c'est parce que c'est dans notre cœur de métier et notre rôle d'acteur bancaire et financeur de l'économie locale. Mais ça va au-delà. Comme toute entreprise, on a un fonctionnement. On se doit aussi, dans nos activités d'entreprise, de regarder comment est-ce qu'on peut réduire, comme disait Martine, voire éviter aussi de consommer mal, de gaspiller, et comment est-ce qu'au sein de notre activité, on peut réduire notre consommation d'énergie, nos gaz à effet de serre. Alors, sur la slide suivante, Martine, si tu veux bien, voilà. On est aujourd'hui enrôlé comme toute entreprise de plus de 250 collaborateurs. On se doit de faire un bilan carbone qui nous permet d'avoir une photo à un instant T de la consommation de nos gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 16 000 tonnes de CO2 au niveau de la Banque Populaire Val-de-France sur son territoire. Et puis, cette démarche, elle s'inscrit plus globalement dans une contribution à l'ensemble des établissements du groupe, puis nous sommes Banque Populaire et Caisse d'Épargne, et c'est le groupe BPCE qui a pris aussi l'engagement de réduire de 15% ses gaz à effet de serre. Et comment est-ce qu'on va le faire? On a désormais à notre main un nouvel outil qui nous permet de mesurer notre empreinte carbone et d'avoir une trajectoire au travers de 4 piliers fondamentaux, qui sont bien sûr les bâtiments. On le sait, c'est très énergivore. Le numérique, et nous sommes une entreprise de service, et de ce fait, il ne faut pas oublier que forcément, notre carburant, c'est bien sûr le numérique et l'informatique. Et puis la mobilité de nos collaborateurs, bien sûr de nos clients. Et puis aussi une démarche qui est importante, c'est les achats, puisque là aussi, ils sont générateurs de gaz à effet de serre. Donc voilà, en synthèse, 4 grands piliers qui nous permettent
comme le disait Martine, d'agir sur les 2 piliers, réduire, éviter. Mais là, on a eu envie d'aller un petit peu plus loin. Super, merci beaucoup Sophie. Et Donc donc, Basile, oui, vas-y. et, euh, et du coup, est-ce que tu veux nous parler donc là, tu nous as parlé de bilan, tu nous as parlé de levier de réduction que vous avez mis en place. Euh, Ensuite, comme le disait Martine, il y a un troisième pilier, donc le pilier de la contribution au puits de carbone. Vous, comment ça s'est traduit du coup? Alors ça s'est traduit, comme souvent beaucoup de choses, une rencontre. Je crois qu'un jour on a, c'est tout simplement, c'est aussi là la force des réseaux, c'est Terre à Terre qui nous a captés sur LinkedIn et ensuite on est rentré en relation et assez vite on a compris au niveau de la Banque Populaire que la notion de contribution carbone pouvait être importante et que nous sommes une banque de territoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas question d'aller séquestrer du carbone au Malawi. Il faut absolument que l'impact soit dans une logique d'économie circulaire et de circuit court. Et de ce fait, l'agriculture, c'est le meilleur allié. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place cette logique de séquestration de carbone, de contribution carbone, grâce à votre savoir-faire terre à terre, puisque vous nous avez mis en relation avec des exploitants agricoles. On a eu aussi la volonté de consacrer une enveloppe financière pour aller soutenir financièrement ces expérimentations de contribution. On avait le choix d'aller plutôt porter notre effort sur un exploitant agricole implanté à un endroit dans le territoire et on a plutôt choisi le fait de se dire au contraire, on va essayer d'avoir une expérimentation la plus diverse possible, répartie sur notre territoire, parce que nous sommes une banque de maillage territorial. Et c'est pour ça que nous avons la chance d'être en relation avec monsieur Jean-Marc Lemaire dans le Gâtinais, donc dans le Loiret, qui a une exploitation de vaches laitières. Mais nous avons aussi une relation avec un exploitant dans la Vienne qui est plutôt sur des vaches, un élevage de vaches. Et puis un troisième qui est dans l'Indre, qui est plutôt sur les grandes cultures. Donc on aura, j'espère, une belle expérience. Et ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous ne compensons pas nos gaz à effet de serre. Par contre, nous souhaitons contribuer à l'agroécologie régénératrice au travers de la démarche bas carbone. Et nous sommes fiers de pouvoir dire que nous allons pouvoir permettre en cela, au bout de 5 ans, de contribuer à la réduction de 818 tonnes de CO2 évitées grâce à notre soutien auprès de ces agriculteurs. Et je crois que vous allez l'expliquer après. Ouais, ouais. Alors justement là, comme tu l'as dit Sophie, donc vous allez réduire 818 tonnes. Vous allez permettre la réduction, l'évitement ou la captation de 818 tonnes sur 5 ans. Donc justement, en effet, dans le cadre du label bas carbone, c'est des projets qui s'inscrivent sur 5 ans et qui sont vérifiés, audités à la fin. On va peut-être faire un petit zoom là-dessus pour que justement nos chers auditeurs comprennent un peu mieux le fonctionnement du label bas carbone. Et pour ça, qui de mieux que Martine, qui quand même a fait partie des bureaux de recherche pour concevoir les méthodologies justement dans le cadre du label bas carbone. Merci Basile. Du coup, pour comprendre qu'est-ce que c'est le label bas carbone, il faut partir aussi du fait que tout ce que c'est le carbone, surtout les émissions de gaz à effet de serre, on ne les voit pas, on ne les touche pas, on ne les sent pas. C'est quelque chose de complètement intangible. Du coup, on a besoin de protocoles de mesure, des méthodes qui vont désigner comment on va le mesurer, en fonction de quoi on va mesurer les émissions. Et pour ceci, voilà, on va appliquer des différentes méthodologies qu'on va parcourir un petit peu après. Mais surtout, on a besoin d'un tiers de confiance entre, dans ce cas-là, par exemple, Banque Populaire Val-de-France et Jean-Marc. On a besoin d'un tiers de confiance que va certifier que voilà, Jean-Marc a mis en place des leviers et ça a entraîné une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation du stockage de carbone dans les sols. Et il y a plusieurs certifications dans le monde. Il y a des certifications internationales, nationales ou même continentales dans certains cas. Mais nous, on va parler de ce que c'est le label bas carbone, que c'est la certification qui a été développée par l'État français, par le gouvernement français en 2018. Il a été lancé officiellement, mais qui permet de donner un cadre de suivi, de notification et de vérification de projets volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui peut être évité ou séquestré sur le territoire français. Du coup, c'est le gouvernement français, c'est l'État français qui va labelliser, qui a labellisé dans ce cas-là, par exemple, l'exploitation de Jean-Marc en disant, voilà, nous on labellise que Jean-Marc a monté un projet que pendant 5 ans va générer une réduction des émissions, une augmentation du stockage de carbone. Et du coup, ça donne la confiance au marché, justement, pour pouvoir dire combien de crédits
il a généré dans ce projet-là et suivant quelle méthodologie. Toutes les méthodologies sont d'accès public et sont révisées annuellement aussi pour les améliorer en fonction des avancements scientifiques. Du coup, c'est le cadre de confiance qu'on a besoin, c'est le label bas carbone, c'est le gouvernement français. En termes de méthodes, nous, on va faire le focus sur ce que c'est les méthodes agricoles. La slide, elle n'est pas… Déjà, d'un premier coup d'œil, on voit que voilà, c'est un peu complexe, mais on va essayer de le simplifier un peu tout ça. Mais il y a plusieurs types de méthodes. Il y a de méthodes agricoles, de méthodes plutôt industrielles. Nous, on va faire le focus sur la méthode agricole, notamment dans ce que c'est la méthode Carbone Agri, que c'est une méthode qui permet de mesurer et d'estimer les émissions de gaz à effet de serre et de stockage de carbone dans l'élevage bovin, c'est-à-dire dans tout le périmètre d'une exploitation qui a un atelier d'élevage bovin. On a d'un autre côté la méthode grande culture, que c'est une méthode qui est bien focalisée justement sur les grandes cultures, sur la production de cultures comme le blé, le colza, le maïs et toutes les cultures, on va dire, plutôt extensives. Et d'autres méthodes comme par exemple la plantation de vergers. On va pouvoir valoriser le carbone séquestré dans le sol et dans la biomasse, par exemple, avec le changement d'usage des sols. Si on passe de grande culture à plantation de vergers, on a du carbone qui est stocké davantage. Du coup, on va pouvoir appliquer une méthode label bas carbone. Et il y en a d'autres méthodes comme la méthode E, la méthode écométhane ou la méthode SOBAC qui permettent aussi d'évaluer les réductions des émissions et le stockage de carbone dans différents puits. Principalement le sol, mais aussi la biomasse. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail méthodologique. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra répondre à vos questions à la fin. Mais on va rentrer dans ce que c'est, comment ça se passe. En fait, OK, très bien, on a une méthode. On a des acteurs comme Banque Populaire Val-de-France qui veulent mener des actions. On a des agriculteurs de l'autre côté qui veulent mettre en place des leviers. Mais comment on met tout ça en commun ? Et c'est ça ce qu'on essaye de représenter ici. On a d'un côté les agriculteurs qui sont sur la gauche ici de l'écran, qui vont se mettre en contact avec un porteur de projet. Jean-Marc, il va parler un peu de ce que c'était l'accompagnement de sa coopérative qui lui a aidé à porter son projet, à faire le diagnostic. Et puis un quatrième acteur, on va dire que c'est celui qui va faire toute la partie administrative d'aller parler avec le ministère et labelliser le projet. Il y a toute une étape administrative. Et après la labellisation, après la certification de ces crédits, il y a une étape d'aller chercher le financement. Dans ce cas-là, c'est Banque Populaire Val-de-France qui a financé la mise en place de ces leviers et du coup qui a permis à Jean-Marc, dans ce cas-là, mais à l'agriculteur au sens large, de mettre en place les leviers pour réduire les émissions stockées du carbone. Du coup, ça, c'est un peu la dynamique qui est mise en place entre les agriculteurs, les porteurs de projets, du coup les coopératives ou ceux qui accompagnent techniquement les agriculteurs, des acteurs plutôt administratifs et financiers comme Terre à Terre, des entreprises, le ministère qui va venir certifier et labelliser et toujours un auditeur externe qui va donner aussi une couche de plus dans ce que c'est la vérification et la transparence dans ce type de démarche. Super, merci beaucoup Martine pour cette explication. Et en effet, n'hésitez pas à poser des questions dans le live. On garde un temps à la fin justement pour répondre si vous avez besoin de précision. Et puis maintenant qu'on a ce cadre du label bas carbone, autant voir concrètement comment ça se passe sur le terrain pour un agriculteur. Donc là maintenant c'est Jean-Marc qui va venir nous parler de comment tout cela s'est mis en place sur sa ferme, quelles ont été les étapes et quelles sont à date aujourd'hui, quel est le constat aujourd'hui, où est-ce qu'on en est quoi. Voilà, donc concrètement pour mon exploitation, donc on s'appelle le GAEC de l'Arc-en-Ciel. Donc j'avais commencé il y a déjà une dizaine d'années, ma coopérative laitière, donc Sodial, avait proposé, on pouvait faire des autodiagnostics en ligne. Et voilà, j'étais pas très très satisfait de ce autodiagnostic. Tout n'était pas. Et donc le jour où
on est rentré dans la démarche bas carbone où Sodial nous a reproposé de refaire des diagnostics concrets, véritables. Et donc, j'ai une autre coopérative, donc sous mandat, enfin, sous accord avec Sodial, ma laiterie, donc Alizé, qui est une coopérative de conseil en élevage. On avait un autodiagnostic, enfin pas un diagnostic, ce qu'on appelle un CAP2R, en janvier 2021, où on a fait la photographie de l'exploitation et nos émissions de CO2. Donc, on a effectivement, le bilan ressortait à 1,04 kg de CO2 par litre de lait, 2400 kg de CO2 par hectare de culture de vente et 12,8 kg de CO2 par kilo de viande vendue. Donc, voilà, c'était le point de départ. Donc, globalement, je me situais, enfin, mon exploitation se situait dans la moyenne française des exploitations. Et avec les conseils donc, de nos techniciens, on voyait des leviers d'action qu'on pouvait améliorer ça. Et donc, en mettant des actions qu'on va expliquer après, on pouvait, au bout de 5 ans, espérer réduire de 6% l'émission de CO2 sur la production laitière. Donc, on pouvait espérer de réduire de 6% de CO2 sur les cultures de vente et de 2% sur le kilo de pois vif, sur la viande vendue. Donc ça représentait, donc ça c'est des émissions, on a diminué les émissions, et en plus, donc comme l'a expliqué Martine, le fait d'avoir une activité agricole, on pouvait stocker, mon exploitation pouvait être aussi un puits de carbone, donc on pouvait augmenter de 11 tonnes de CO2 en plus. Donc le tout cumulé, on peut obtenir au bout de 5 ans 313 tonnes de CO2 stocké sur mon exploitation, stocké ou non produit. Et donc, on peut passer à la slide suivante qui donne un petit peu les actions que j'ai pu mettre en place, voilà, que j'ai commencé à mettre en place avec un objectif à 5 ans d'obtenir ça. Donc, concrètement, c'est réintroduire de l'herbe sur l'exploitation. J'étais en ration maïs pulpe de betterave. Et donc, en réintroduisant un tiers d'herbe dans la ration, on a pu diminuer on pouvait voilà, diminuer nos émissions de CO2 et concrètement, ça se traduisait derrière par une augmentation de la quantité de lait. Voilà, une augmentation de la quantité, de grosso modo environ 500 litres par vache, une amélioration de la qualité du lait, amélioration de la qualité donc sur le taux butyreux et le taux protéique. Donc, c'est des critères qui permettent pour la rémunération du lait. On est payé sur ces critères-là. Donc, voilà, on améliorait le potentiel génétique du troupeau par l'introduction d'herbes sur l'exploitation. Il est aussi prévu, normalement, d'introduire du tourteau de soja sur l'exploitation, du tourteau de colza en remplacement du tourteau de soja, effectivement, qui a un effet carbone, puisqu'il n'y a pas, c'est du produit local par rapport à du soja qui, effectivement, a traversé les océans. Bon, ça, c'est un point qui, pour l'instant, n'est pas encore introduit sur l'exploitation parce que, voilà, vous savez que le cours des matières premières a explosé. Et donc, eh bien, on fait aussi des arbitrages et, entre autres, celui-ci, c'est difficile pour nous, mais c'est, voilà, à terme, il faut qu'on y passe. On a pu augmenter donc l'autonomie protéique sur l'exploitation, donc plus d'herbe. Donc derrière, c'est aussi une meilleure qualité, un meilleur état sanitaire des animaux, moins de problèmes de maladies. On a intensifié l'élevage, donc intensifié de manière naturelle, donc on a baissé l'âge au premier vélage, donc des animaux qui sont mis à la reproduction plus tôt, donc moins d'animaux sur l'exploitation, et améliorer la santé par plus de pâturage. Voilà. Donc, le pâturage, on a effectivement augmenté, doublé le temps de pâturage. Et puis, on a aussi des actions sur les composts. On fait maintenant composter tous nos fumiers. Donc, il y a une partie en lisier, une partie en fumier, et nos fumiers sont compostés, ce qui permet une libération progressive. Donc, il y a moins de pertes d'ammoniac. On réduit les émissions
voilà, et on améliore aussi on brûle le compostage permet d'avoir moins d'émissions les graines, les mauvaises herbes qui sont présentes dans les fumiers sont détruites avant donc derrière, on diminue notre IFT, donc l'impact des produits phyto sur notre exploitation. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Et on se rend compte que plus on améliore effectivement on rentre dans cette démarche raisonnée d'agriculture. Donc c'est de l'agroécologie concrètement. Voilà, on met en place l'agroécologie sur notre exploitation. Et derrière, ça améliore notre revenu, ça améliore la santé des animaux, ça améliore plein de choses. Voilà. Donc, on est très, très content. Donc, après, il y a encore des efforts à faire sur certains points, mais c'est tout à notre avantage de rentrer dans cette démarche bas carbone. Complètement. Merci Jean-Marc. Je redonne la parole. En plus, je pense que le fait d'augmenter la taille de tes prairies et puis aussi la gestion avec ce pâturage tournant dont tu parles a certainement aussi beaucoup de bienfaits sur la rétention d'eau, sur la biodiversité sur ta ferme. Alors ça, c'est des indicateurs qui sont peut-être plus durs à calculer, mais en effet, il y a un côté multi-impact. Voilà, concrètement, donc l'introduction des métailles, c'est ça qu'on a beaucoup introduit. Donc, c'est des mélanges de graminées et de légumineuses, donc qui permettent de produire une herbe de bonne qualité, qui est beaucoup moins gourmand en eau pour les sols par rapport à du raiegras, qui permet d'avoir une base légumineuse. Donc, on produit des légumineuses. J'ai réintroduit de la luzerne, j'ai rapporté 10 hectares de luzerne supplémentaires. Donc, on a effectivement une base herbe dans la ration des animaux qui diminue nos consommations de soja, enfin la base soja ou colza. Donc, tout un cercle vertueux. Et puis, c'est clair que la réduction de l'herbe, c'est la santé des animaux. On le constate sur nos frais vétérinaires, on le constate sur l'état global du troupeau. Voilà, meilleur poil, meilleure santé. Voilà. C'est tout bénef et on est content d'être encouragé. Donc, c'est vrai qu'on peut le faire en démarche volontaire, mais quand effectivement une entreprise est prête à nous financer ces efforts-là, c'est banco. C'est clair que c'est tout à... on ne peut qu'encourager les gens à partir dans ce genre de démarche parce que c'est un cercle vertueux et que les entreprises, donc comme Banque Populaire Val-de-France, qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche-là, nous, on en est super contents. Super. Merci beaucoup, Jean-Marc. On va aussi peut-être parler de perspective parce que finalement, ces efforts-là, ils sont à fournir sur le long terme côté agriculteur, mais aussi côté entreprise. On va peut-être revenir sur Sophie Stéphan qui va nous parler de la suite de cette trajectoire pour Banque Populaire Val-de-France. Je rebondis sur les propos de Jean-Marc. C'est vrai qu'en plus, on s'est rencontrés, Jean-Marc. On a passé 2 heures, vous nous avez super accueillis, on a vu vos travaux. C'est ça aussi la richesse du projet, c'est qu'on rencontre des gens comme vous. Donc aujourd'hui, on a 3 agriculteurs, on en a encore un rencontré dans l'Indre, mais je sais qu'ils sont tous dans la même démarche et volontariste. Nous, on est forcément persuadés de cette démarche vertueuse et de ce cercle vertueux. Ce qu'on n'a peut-être pas dit dans le sujet, c'est que la tonne de CO2, elle est valorisée aujourd'hui en euros. Et c'est bien, quand on parle de financement, c'est de la subvention. Donc forcément, c'est un impact qui n'est pas neutre dans la démarche. Et nous, on part du constat qu'en termes de perspective, il faut qu'on soit plus nombreux pour accompagner cette démarche. On a effectivement des agriculteurs et des entreprises d'un côté. Nous avons la chance d'être un acteur bancaire avec une volonté d'y aller. Nous avons des clients agriculteurs, nous avons des clients entreprises qui sont à peu près dans la même logique d'envie de faire, de réduire, d'éviter et de pouvoir contribuer. Eh bien, tout notre rôle va être de contribuer à cette mise en relation. Et là, le sujet d'aujourd'hui, j'espère, va pouvoir le permettre. Et puis, on essaye aussi de regarder s'il n'y a pas un peu d'ingénierie financière à trouver pour mutualiser des fonds qui viendraient soutenir la contribution carbone et donc financer, subvenir aux projets d'autres exploitants de notre territoire, bien sûr. Donc ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais sachez que on est en train de regarder, de par des outils de financement que l'on a dans nos mains en termes de banquiers, et bien de pouvoir voir s'il y a des choses qui peuvent se faire, en plus de notre rôle de financeur de l'économie. Alors, je ne l'ai pas dit, on a aussi une structure qui s'appelle Val-de-France Énergie, vous l'avez vu à l'écran, qui accompagne tous les projets de financement d'énergie renouvelable. Donc, tout cela se tient, on est aligné, j'aime bien ce terme, dans notre activité, et également notre rôle d'acteur
économiques et d'acteurs d'entreprise implantés sur un territoire. Et la contribution carbone, je trouve que c'est une illustration extrêmement qui se comprend très vite, en fait. On voit très bien l'impact, et vous l'avez très bien dit, c'est pas simplement sur le côté carbone, c'est l'impact, c'est l'eau, la biodiversité, l'alimentation, la santé, voilà. On fait tout, en fait, avec ce type de projet. Et le label bas carbone nous y aide. Nos anglo-saxons y étaient déjà depuis un moment, et là, aujourd'hui, on est en plein dedans. Par contre, il faut le faire savoir, le faire connaître, et trouver les moyens de le développer encore plus loin avec des subventions, mais avec des acteurs qui se mettent ensemble. Voilà. Je pense que la coopération, elle est là encore. Tout à fait. Merci Sophie pour ce témoignage. Martin, peut-être que tu peux dire un mot côté terre à terre. Quelle est la suite sur ce marché du label bas carbone, sur ce marché du carbone agricole? Comment on voit les choses pour la suite? Alors, nous, terre à terre, on va dire qu'un peu chef d'orchestre des différents acteurs qu'on vous a montré précédemment. Notre idée, c'est toujours, on va dire, d'élargir l'impact, un peu en ligne avec ce qui disait Sophie, d'aller chercher plus de méthodes, c'est-à-dire plus de types d'exploitation. Aujourd'hui, on a un exemple dans ce que c'est la polyculture élevage. On est déjà bien implanté dans ce que c'est les grandes cultures, mais on cherche toujours plus à aller chercher d'autres types de projets aussi pour aller donner ce financement, faciliter ce financement à d'autres types de projets, avec aussi une variabilité très importante dans ce que c'est les co-bénéfices qui parlait Sophie avant, comme la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Je peux passer 15 minutes à lister des co-bénéfices. Du coup, voilà, le grand focus, c'est ça, c'est élargir en termes de type d'exploitation, en termes de type de projet, faire toujours plus le focus sur les co-bénéfices, parce que dans la vie, il n'y a pas que le carbone, et on va dire dans l'environnement, le carbone, c'est juste l'aspect climatique de l'environnement, mais l'environnement, c'est beaucoup plus large que ça. Du coup, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, bien technique. Puis, on essaye aussi de nous diversifier toujours dans ce que c'est les types de certification. On s'appuie aujourd'hui à 90% dans ce que c'est le label bas carbone, mais on cherche aussi d'autres types de certifications parce que ça génère d'autres types de crédits qui va faciliter le financement d'autres types d'entreprises parce que dans ce que c'est les crédits carbone, il n'y a pas que… Voilà, il y a toute une segmentation qu'on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est très complexe. Et puis, on a des ambitions d'accompagner encore plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, on est à 1500 environ en France. Et on veut élargir ce réseau à travers nos partenaires et aussi directement avec les agriculteurs au niveau européen. Du coup, et le marché, en tout cas, il accompagne. Le marché des crédits carbone volontaires, il y a de plus en plus d'entreprises qui construisent des stratégies et des engagements. Du coup, il y a de plus en plus de demandes pour financer ce type de projet. Et nous, on sent un peu la responsabilité d'aller fournir aux agriculteurs la possibilité de faire des changements qui vont enchaîner, comme disait Jean-Marc, un cercle vertueux. Et comme ça, tout le monde faire une transition de façon collective vers quelque chose qui nous convienne à tous. Merci beaucoup, Martine. Et merci à tous. Merci aussi, Sophie. Merci, Jean-Marc, pour vos interventions. Donc, comme on peut le voir, vraiment, ce sujet du label bas carbone et du carbone agricole, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Des agriculteurs et des éleveurs comme Jean-Marc aujourd'hui sont assez précurseurs, mais les choses se mettent en place. Donc c'est de bonne augure pour l'avenir. Il faut maintenant, on va dire, répandre la bonne parole. On va passer à une phase de questions-réponses. Donc je vois que certaines questions ont été posées pendant le live. Donc une première qui est peut-être plus pour Martine. Concernant les méthodologies, est-ce que la méthodologie Carbone Agri a été mise à jour et republiée en 2022? Parfait, merci pour la question, Suzanne. En fait, non, pour le moment, non. Comme on disait, toutes les méthodes, si pour donner un peu de contexte, toutes les méthodes vont tendre à évoluer parce qu'il y a de plus en plus de retours du terrain et de plus en plus aussi de données, de facteurs d'émission pour rentrer dans le technique. Du coup, la méthode Carbone Agri, que c'est la méthode qui a été par exemple utilisée dans l'exploitation de Jean-Marc, c'est celle qui va permettre d'estimer les émissions et la séquestration de carbone dans les ateliers d'élevage bovin. Voilà.
Il y a une mise à jour qui est prévue et elle va être déposée face au ministère pour la validation. Mais tout ça, je pense que ça va être plutôt en 2023. 2022, c'était une année qui a été assez intense et du coup, ils ont avancé dans ce point-là, mais pas au point de déjà pouvoir publier la méthode. Du coup, plutôt en 2023. Ok, merci beaucoup Martine. Il y a une seconde question qui nous demande la moyenne de distance généralement entre les projets qui sont financés et les financeurs, c'est-à-dire les zones d'activité des financeurs. Peut-être Sophie, est-ce que tu as encore en tête la distance, toi, moyenne? Oui, de mémoire, je crois sur les slides, c'est 143 km de mémoire. Oui. C'est à peu près ça. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance d'être implantés en termes de bassin d'emploi sur 2 territoires, la ville de Tours et la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, forcément, on a toujours une proximité avec un des départements. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la Vienne, l'Indre et le Loiret. Mais on espère bien pouvoir en faire d'autres. Et l'idéal serait d'avoir minimum un exploitant agricole par département. Mais ça sous-entend qu'on embarque nos clients. Moi, j'insiste pour que tout l'écosystème se mette en marche. Et il y a un acteur aussi qu'on a peut-être moins cité, c'est les fédérations les chambres d'agriculture qui jouent un rôle important d'accompagnement aux côtés des coopératives. Donc c'est important que tout ce petit monde se parle, démontre l'intérêt de la démarche. Parce qu'il y a beaucoup de manque encore de connaissances du sujet. Ça fait un peu peur, crédit bas carbone, label bas carbone. Donc, alors qu'une fois qu'on le comprend bien, c'est tout simple et il y a tellement de bénéfices. Tout à fait. Tout à fait. Vient le moment un peu de la fin de ce webinaire. Avant de conclure, est-ce que Sophie, Jean-Marc, Martin, il y a un message que vous auriez voulu faire passer ou que vous n'avez pas eu l'occasion, et quelque chose en particulier? Il y a une dernière question que je la réponds en 1 minute, si tu veux, Basile. Ouais, vas-y, carrément. Ok. Amélie qui demande comment mesurer et valoriser les co-bénéfices. Donc, merci Amélie pour ta question. Du coup, comment mesurer dans les méthodes label bas carbone, il y a tout un volet de suivi des indicateurs de co-bénéfices. Parce que comme je disais avant, il faut faire un suivi. Par exemple, on peut porter un projet carbone, mais qui après, ça va impacter de façon négative la biodiversité, par exemple. Ça, c'est déjà abordé dans les méthodes. Du coup, c'est comme ça qu'on va les mesurer. Et pour la valorisation, c'est bon, peut-être que Sophie peut dire un mot, mais tous les projets qu'ils ont des indicateurs de co-bénéfices, c'est, on va dire, supérieur à ce que c'était la situation initiale. C'est quelque chose qui va permettre de mieux commercialiser, on va dire, ou trouver plus facilement du financement pour les agriculteurs et de mieux valoriser justement ces efforts parce qu'il y a un impact, on va dire, beaucoup plus global et pas juste au niveau climatique. Et c'est un point où le marché, ça se développe énormément, que c'est sur les co-bénéfices comme la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et je peux lister plusieurs. En effet, ça va être vraiment l'enjeu de pouvoir valoriser ça, parce que ce marché émergent de la compensation volontaire, finalement, valorise aujourd'hui autant un crédit carbone issu du bout du monde, parfois avec assez peu de suivi, que justement une action très locale et très multi-impact. Donc, ce sera important de pouvoir dissocier tout ça et de le mesurer. Carrément, ça va être un gros enjeu. Jean-Marc, Sophie, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Il y a la notion de transparence, je crois que c'est important, là, et puis la confiance dans ce genre de démarche. Et on est tous aujourd'hui confrontés à… On doit apporter de la preuve, c'est pas simplement de l'incantation, on n'est plus dans l'incantation. Et on a des rapports à faire qui sont, comme vous nous disiez en introduction, audités par des commissaires aux comptes. Donc ça montre bien la fiabilité de la démarche. Et la contribution carbone va devenir aussi une preuve à part entière. Et moi, mon rêve, ce serait que toutes les entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche aient vraiment une politique de bas carbone, mais qui intègre, comme vous disiez, la réduction, l'évitement et la séquestration. Voilà, il faut avoir ce dernier pilier qui peut-être manque encore dans les stratégies des entreprises. Et puis plus globalement, on a aussi des entreprises, avec tout ce qu'on a vécu récemment, font qu'elles doivent agir en faveur de leur transition. Eh bien, ça en fait partie aussi. C'est une transition à part entière. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et moi, j'aurais rajouté donc aussi un dernier point. Donc, j'ai axé effectivement mes propos sur
sur l'atelier d'élevage, que c'est effectivement mon exploitation est essentiellement basée sur l'élevage, mais sur le volet effectivement grande culture, où là effectivement tous les agriculteurs peuvent stocker du carbone. C'est clair qu'il faut avoir conscience, mais ça veut dire aussi un changement de pratique. Hein. On sait que par exemple le labour est effectivement, d'un point de vue stockage du carbone, c'est catastrophique. Donc l'utilisation de dents, l'utilisation voilà, de travailler le sol en vertical, mais pas forcément le retournement comme les pratiques. Donc on peut, et donc les champs d'agriculture sont effectivement très sensibles à ça. Il y a des groupes, réduction de bas carbone qui se créent dans les champs d'agriculture, qui accompagnent les agriculteurs vers cette transition agroécologique, et avoir conscience effectivement qu'on peut, et d'autant plus si on est aidé, l'agriculture est un puits de carbone, et il faut absolument que tous ensemble, on arrive, enfin le monde agricole puisse faire sa part du gâteau dans la réduction des gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, bon, l'avenir nous appartient, mais appartient aussi à nos enfants, et qu'on doit leur laisser une planète digne de. Voilà. Je crois que on pouvait pas avoir un plus beau mot de la fin, en plus venant de vous, Jean-Marc. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce webinaire, et je pense qu'il sera rediffusé ensuite, donc ce sera possible de le revoir, de le partager pour le revoir en différé. Et puis merci à chacun des intervenants d'avoir pris le temps de témoigner, d'expliquer, parce que c'est vraiment un sujet d'avenir, et qu'il faut que cela s'ancre de plus en plus. Donc on vous souhaite à tous un bon appétit, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions et si vous voulez creuser certains sujets. Voilà, bonne journée à tous, et puis merci. Merci, bonne journée. Merci.